Bonjour Ina Bassiste. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste israélienne, correspondante à Paris du groupe de médias israélien Cannes. La sortie hier de Yoav Gallant sur l'après Hamas à Gaza a été abondamment commentée. Dans une interpellation inédite à Benjamin Netanyahou, le ministre israélien de la Défense a déclaré, je le cite, « Je le répète clairement, je n'accepterai pas l'établissement d'une administration militaire israélienne dans Gaza. Israël ne doit pas avoir de contrôle civil sur la bande de Gaza. » Ina Bassiste, quelle lecture faites-vous de ces déclarations sur un après-guerre à propos duquel rares ont été les responsables israéliens jusque-là à s'exprimer ces derniers mois? Oui, d'abord, il faut dire qu'il s'agit d'un courage civique et politique assez extraordinaire de la part de ministre Gallant, parce qu'on se souvient... Et c'est pas nouveau chez lui. Et c'est pas nouveau justement parce qu'on se souvient très bien, il y a 14 mois, il a fait plus ou moins la même chose sur un autre sujet et il faillit se faire virer. Donc là, il prend vraiment un risque pour dire ce qu'il a sur son cœur. Ça c'était très clair. C'était une décision qui a été prise pendant quelques heures. Il n'a pas planifié ça avant. C'était une décision qu'il a prise les jours même de parler. En fait, on a l'impression que voilà, il y avait les gouttes qui a fait voilà, déborder la tasse. Il avait besoin de dire les choses très clairement. Et il a dit plusieurs choses. Il a dit d'abord que Netanyahou est dans un état d'indécision. Il n'arrive pas, il ne veut pas. Et c'est décidé justement pour l'après-guerre à Gaza. Il a dit quelque chose de très intéressant aussi. Il a dit que ne pas prendre une décision, c'est aussi une décision. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est une décision? Pour lui, c'est que Netanyahou est en train de faire, sans dire officiellement, mais en fait sous la table d'une certaine façon, c'est justement avancer cette idée d'un régime militaire d'Israël après que Hamas sera vaincu pour combien de temps, on ne sait pas, 6 mois, peut-être un an. Et ça, c'est une idée que M. Gallant ne veut pas et ne peut pas accepter pour plusieurs raisons. Et d'abord, pour lui, en fait, cela veut dire qu'Israël sera impliqué dans une guerre sans fin, une guerre qui va durer plusieurs mois. Et il s'agit, des gens de son administration ont fait un peu le calcul. Pour un tel programme, pour un tel plan, il faudra au moins 2 divisions sur place. Une division, c'est entre, si je ne me trompe pas, entre 10 et 20 000 personnes. Donc, vous pouvez faire le calcul. Donc, il y aura des milliers et des milliers de soldats sur place pendant des mois et des mois et des mois. Ça sera un retour à la période antérieure à l'évacuation de 2005. Exactement. Donc, il y aura ces personnes, ces militaires. Il y aura des personnes civiles aussi. C'est une mobilisation très dure pour l'armée qui est déjà dans une situation très difficile et quelque chose aussi très coûteux. Et en plus, il dit il y a un problème là parce qu'au moment où on ne parle pas de ce qui va arriver après la guerre, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on laisse les champs libres à Hamas à reprendre toutes ses positions. Et on a vu ça très clairement depuis, ça fait maintenant 2, 3, 4 semaines que l'armée israélienne revient dans des endroits à Jabalia, à Zaytoun, et dans les centres, dans le nord de la bande de Gaza, où soi-disant, ils ont déjà vaincu Hamas. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, au moment où il n'y a pas une alternative pour gouverner ces terrains vaincus, donc là, Hamas reprend le terrain. Est-ce que Yoav Gallant se fait également le relais de ces hommes, de ces responsables sur le terrain qui mettent en avant les dangers de poursuivre cette campagne militaire sans définir une stratégie politique à long terme? Mais absolument. On a entendu aussi, même le porte-parole de Tzahal, Daniel Hagari, un homme extrêmement prudent. Il a dit il y a 2 jours, bien sûr, c'est une question, cette question de après la guerre, c'est une question pour la classe politique, mais s'il y a une alternative, ça va bien sûr dissoudre, ça va faire un effet sur la présence de Hamas. Donc même lui, un homme tellement prudent, a dit ça, et c'est vraiment ce qui remonte du terrain. Cette frustration des soldats qui ont combattu, vous avez mentionné Jabalia et Zaytoun, qui étaient là-bas depuis... il y a plusieurs mois qui ont perdu leurs camarades, il y avait beaucoup de blessés. Et là, il faut y retourner justement parce que la classe politique, M. Netanyahou, refuse de parler de l'alternative à Hamas. Ina Bassiste, vous avez dit en démarrant cet entretien, Yoav Gallant a une nouvelle fois pris un risque. Quel type de risque a-t-il pris là en s'exprimant publiquement face à Netanyahou?
Bon, les risques, je pense, est très clair et n'était pas caché non plus parce qu'il y avait déjà le ministre des Finances, M. Smotrich, qui très, très rapidement a appelé Netanyahou à virer, à revirer. Et M. Galland, je ne pense pas que ça va arriver parce que toute l'idée de ce cabinet de guerre, justement, est qu'il y aura un petit groupe qui va gérer la guerre, qui va gérer toute cette planification, la stratégie. On ne va pas virer quand même un ministre de la Défense au milieu de la guerre, mais ça quand même, ça lui met très publiquement en confrontation avec son Premier ministre. Ce n'est pas quelque chose de léger. On reviendra sur cet aspect politique tout à l'heure. Benjamin Netanyahou avait déclaré un peu plus tôt, je le cite, « Les discours sur le jour d'après, tant que le Hamas n'est pas détruit, resteront de simples mots, des mots vides de contenu. » Pourquoi le Premier ministre israélien refuse pour le moment de formuler publiquement un plan, une esquisse de plan même, et de stratégie politique et militaire à long terme? Mais c'était exactement ça la question. Et c'est pour cette raison que Galland dit qu'il y a quelque chose d'autre qui se prépare. Est-ce que c'est vrai? C'est difficile à dire. Donc, ce n'est pas de l'indécision de la part de Netanyahou? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas si vraiment c'est l'indécision, s'il veut justement pas se plonger dans la question parce qu'il a trop de pression de deux côtés, des côtés américains, des côtés de ses ministres d'extrême droite, et il ne veut pas se décider. On a vu déjà, c'est un modus operandi pas nouveau pour Netanyahou, n'est pas décidé, ou vraiment, comme Galland a indiqué, peut-être si, peut-être il a déjà décidé, peut-être il y a déjà un plan, mais c'est un plan que personne dans la communauté internationale, surtout pas les Américains, va pas accepter un tel plan. Donc, s'il y a ce plan, c'est très clair pourquoi il n'est pas sur la table. Alors justement, au début du mois, le New York Times révélait les grandes lignes d'un plan sur lequel travailleraient les Israéliens pour la gouvernance militaire à venir de la bande de Gaza. Gouvernance qui serait assurée par Israël en partenariat avec plusieurs États arabes, notamment l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Avant de revenir sur les réactions que ce plan a suscité dans le monde arabe, quelle est l'idée, Rina Bassi, selon vous, derrière ce plan et en quoi conviendrait-il aux intérêts à la fois stratégiques et politiques israéliens, en tout cas du point de vue du gouvernement et de Benjamin Netanyahou en particulier? Bon, disons ça arrangera et Netanyahou aussi vraiment il y a des pays arabes qui seront d'accord à former une sorte de coalition internationale pour gouverner Gaza pour une période courte. On ne parle pas de quelque chose de longue durée parce que c'est clair qu'aucun pays arabe va rester longue durée à Gaza. Donc son idée est vraiment d'avoir cette coalition qui va prendre la relais au moment où Hamas sera vaincu, si ça arrive. Mais en attendant quoi, des élections palestiniennes? Voilà, en attendant peut-être, mais ça, ce n'est pas un mot que Netanyahou va prononcer, mais bien sûr, c'est sur la pensée de tout le monde qu'à un certain moment, il faudra quand même que les Palestiniens rechoisissent leur leadership. Ça va de soi, parce que qui va gérer la bande de Gaza? Il faudra que les Palestiniens qui habitent dans la bande de Gaza gèrent leur vie quotidienne. Donc, à un certain moment, ça doit arriver. Et on sait aussi que ça fait beaucoup d'années qu'il n'y avait pas des élections, non seulement dans la bande de Gaza, mais aussi en la présidence de l'autorité palestinienne. Exactement. Ça fait plusieurs années que M. Abbas est le président. À un certain moment, il faudra qu'il y aura des élections. Mais Est-ce qu'il attend la mort de Mahmoud Abbas, par exemple, ou son retrait pour des raisons de santé, pour lui permettre de voir émerger d'autres figures peut-être plus... Je pense que ça fait oui, depuis le 7 octobre, peut-être pas sa mort, mais... Bien sûr, le sentiment israélien est qu'avec Mahmoud Abbas, on ne peut pas faire des affaires parce qu'il est trop faible d'un côté. Et de l'autre côté, il n'a pas condamné non plus l'attaque de 7 octobre, pas de façon extrêmement explicite. Est-ce qu'il a peur de Hamas? Peut-être, mais s'il a peur de Hamas, c'est peut-être pas l'homme avec qui, justement, on peut négocier. Donc, je crois que les Israéliens, les Américains aussi, peut-être aussi les Palestiniens aimeraient voir ressurgir d'autres personnages. Il y avait plusieurs noms qui circulent encore. Pour l'instant, c'est très difficile à dire. Il y a quelques personnages aussi qui sont incarcérés en Israël, des prisonniers. Est-ce qu'Israël les laissera sortir justement pour faire partie de cette leadership? On peut peut-être en dire un mot. Est-ce que Mahmoud Barghouti ou Mohamed Aflaq, les deux noms qui sont régulièrement évoqués, est-ce qu'ils ont toujours... la côte, ils sont dans des situations très différentes. Oui, je crois pas. Je vois pas M. Dahlan est vraiment prenant cet rôle. Bien sûr, pour Israël, ça va s'arranger beaucoup de choses parce qu'on les connaît très bien. Et c'est un homme très pragmatique de sa façon à faire, mais c'est un homme qui, en fait, il n'est pas du tout populaire parmi la population palestinienne ni en Cisjordanie.
bien sûr. Encore moins à Gaza. Voilà, encore moins. Donc, il avait été chassé. À Gaza, exactement, où il était chassé. Barghouti, Djibril, ce sont des noms qui circulent, qui peut-être un peu plus faisables d'une certaine façon. Est-ce qu'Israël peut accepter ça? Je crois qu'on est très loin. Galland, justement, a parlé hier, il a évoqué au fait qu'il faudra un certain engagement des Palestiniens dans l'après-guerre. Il n'a pas dit les mots autorité palestinienne, qui est presque un sale mot dans ce gouvernement de Netanyahou, mais on peut s'imaginer que c'était ça son pensée originale. Mais l'idée, pour Benjamin Netanyahou, autant qu'on puisse la mesurer, c'est de garder toujours une double gouvernance. D'un côté, la Judée-Samarie, de l'autre, la bande de Gaza. Oui, tout à fait. C'est pour ça, en fait, qu'il ne veut pas l'autorité palestinienne impliquée dedans, parce qu'il estime que l'autorité palestinienne soutient le terror, que l'autorité palestinienne paye aux terroristes, aux familles de terroristes qui sont incarcérés en Israël, etc. Donc lui, il ne veut pas du tout faire affaire avec l'autorité palestinienne et M. Mahmoud Abbas. Ça l'arrangerait s'il y aura des pays arabes qui vont prendre la relais à Gaza. Le problème est que ces pays arabes ne veulent pas. Bien sûr qu'ils ne veulent pas, parce que justement, si ces pays arabes acceptent cette mission, pour le peuple palestinien, ils sont complices, en fait, du gouvernement Netanyahou. L'Égypte, bien sûr, et je pense l'Arabie saoudite non plus, n'est pas intéressée à avoir cette image. On va y venir tout de suite, mais une question encore avant. Qui en réclame de leur côté les forces les plus radicales du gouvernement israélien, à commencer par le ministre de la Sécurité intérieure nationale, même Itamar Ben-Gvir, et son homologue à l'économie, Bezalel Smotrich? Bon, bien sûr que pour eux, la bonne solution, entre guillemets, sera une rentrée d'Israël dans la bande de Gaza. Et le retour un régime militaire, et pourquoi pas, peut-être même un retour des colons israéliens, parce qu'au moment où Israël contrôle et qu'il n'y a plus de combat, que c'est vraiment un contrôle militaire un peu ce qu'il y avait avant en Cisjordanie, ça ouvre la voie. D'abord, retour à Gush Katif, ça c'est sûr, ça c'est quelque chose qu'il pousse depuis plusieurs mois. Ce n'est pas juste de la provocation, ils y pensent réellement. Oui, les Gush Katif, je pense, c'est quelque chose qu'ils ont poussé en fait dès leur entrée dans le gouvernement. Donc là, on parle avant le 7 octobre. Et là, avec le 7 octobre, dans leur imaginaire, je pense, on pourra même retourner dans la bande de Gaza. Et c'est envisageable ? Y compris avec les équilibres du moment au sein de la droite israélienne? C'est possible? Je ne pense pas du tout. Je pense qu'après le retrait d'Israël en 2005, en fait, c'était un retrait, on se souvient tous, un retrait unilatéral qui était avec Ariel Sharon du droite. Et pourquoi c'était accepté? Parce qu'il y avait cette image, ce sentiment que Gaza, c'est que la mort, en fait, pour Israël. Retourner maintenant après le 7 octobre, regardons les milliers de personnes déplacées du sud d'Israël, de Otef Gaza, de toute cette région, tous les kibbutzim, à côté justement de la bande de Gaza. Eux, ils n'arrivent pas à retourner de leur maison. Donc, envoyer des gens à habiter à Gaza, je crois, pardonnez-moi les mots, mais c'est une idée complètement farfelue qui ne sera pas du tout acceptée par la société israélienne. Mérina Bassis, est-ce que malgré tout, on réévalue notamment au sein des experts stratégiques et militaires l'héritage de ce retrait unilatéral de la bande de Gaza en 2005, qui a permis la prise de pouvoir du Hamas l'année suivante? Oui, je pense que ces retraits, on a dit, c'était un retrait unilatéral. C'était un fait qui était rapproché très souvent au gouvernement israélien. D'un côté, on dit oui, c'était très bien de se retirer. Bien sûr, il ne fallait pas qu'Israël reste dans cette région, mais il fallait la préparer avec les Palestiniens. Ce n'était pas fait. Et peut-être d'une certaine façon, ça aussi, c'est la raison pour laquelle Hamas a réussi à prendre le terrain après. Et si on marche dans cette logique, bien sûr, l'entrée de Hamas en 2006 et la prise de contrôle en 2007, c'est finalement ce qui a permis au Hamas de s'établir comme une force gouvernementale et comme une force militaire. Et on a vu le 7 octobre la conséquence de ça. Quelle est la popularité aujourd'hui du Hamas en Judée-Samarie? Et je crois qu'il monte de plus en plus. Moi, j'ai vu des études qui étaient faites justement par des centres d'études palestiniennes qui montrent que Hamas est assez populaire. Il pourra même peut-être gagner
les élections, si les élections sont faites aujourd'hui, par exemple, et surtout si M. Abbas, qui est très, très faible dans les sondages, si lui, il restait à sa place. Et c'est ça, finalement, le risque à courir, de mettre en place des élections dans les territoires palestiniens sans les préparer bien en avance et sans s'assurer, en fait, que Hamas n'a plus cette capacité de gouverner dans la bande de Gaza pour ne pas justement gagner aussi en Cisjordanie. Est-ce que ça veut dire, dès lors, Rina Bassist, que le Hamas, du fait de cette popularité que vous évoquiez à l'instant, parle au nom d'une majorité du peuple palestinien dans ses revendications extrêmement radicales? C'est difficile à dire. Je crois que ceux qui parlent aux Palestiniens, c'est d'abord il y a la souffrance à Gaza. Et là, il y a soi-disant, si on simplifie beaucoup les tableaux, on a Hamas d'un côté, Israël de l'autre côté, et les Gazaouites qui souffrent, les milliers de morts au milieu de ça. Donc, bien sûr, pour les Palestiniens, même en Cisjordanie, ils ont des amis, ils ont de la famille. Même donc, si les conditions économiques sont bien meilleures en Judée-Samarie que dans la bande de Gaza. Oui, mais je pense que pour eux, ils sentent cette souffrance de leurs frères à Gaza, tout simplement. Et c'est ça, en fait, qui donne Hamas son pouvoir, parce que Hamas dit, regardez ce qu'Israël dit, il faut être de notre côté. Et ça, c'était moins le cas donc avant le 7 octobre. Qui était moins le cas avant le 7 octobre, bien sûr. Et il y a aussi les sujets, en fait, de la cause palestinienne. On sait que ce sujet a quasiment disparu de l'agenda international avant le 7 octobre. C'est Hamas qui l'a remis d'une façon absolument horrible. Mais pour les Palestiniens, d'une certaine façon, c'est Hamas qui a réussi à faire parler encore ce qui est cher, ce qu'eux, ils cherchent, c'est l'établissement d'un État palestinien. Je présentais tout à l'heure, Rina Bassist, les grandes lignes, en tout cas selon le New York Times, d'un des plans israéliens ou du plan israélien concernant l'après Hamas à Gaza. Le quintet arabe fait entendre une musique tout à fait différente, et c'est notamment ce qu'a rappelé ces derniers jours le ministre émirati des Affaires étrangères. Pour les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Jordanie et l'Égypte, leur participation au soutien à la reconstruction de la bande de Gaza et de sa sécurité n'est possible que dans le cadre d'un processus de paix qui mènerait à la création à terme d'un État palestinien. Du point de vue de Benyamin Netanyahou, avec ces conditions, c'est nul et non avenu? Et bon, c'est sûr que Benyamin Netanyahou, dans ses conditions politiques actuelles, ne va pas du tout s'engager dans cette voie de deux solutions pour l'établissement d'un État palestinien. Avec une autre coalition, par exemple. On a vu quand même justement M. Lapid qui a redit plusieurs fois depuis le 7 octobre que lui, il va servir comme une assurance politique, si vous voulez bien. Et si jamais on arrive à une réelle proposition, un réel accord pour la libération des otages et pour un cessez-le-feu, même si cette proposition, d'une certaine façon, qu'est-ce que Hamas veut finalement, c'est qu'il y aura dans cette proposition aussi une certaine formulation, peut-être pour envisager justement accéder à un État palestinien. Donc, M. Lapid dit, s'il faut une telle formule, nous, on va justement donner au gouvernement israélien cette garantie politique, parce que c'est très clair que si jamais M. Netanyahou prononce même les mots État palestinien, il y a M. Smotrich, il y a M. Ben Gvir, M. Eliyahu et tous leurs amis et leurs alliés qui vont partir de ce gouvernement. Ça va de soi. Pour l'instant, M. Netanyahou, on a l'impression qu'il a fait un peu son choix. Hein? Il s'arrange plutôt des côtés de ses ministres d'extrême droite. Il ne cherche pas l'autre voie, c'est que aussi les Américains, avec tous ces pays de Golfe, cherchent. Ils ne cherchent pas en fait un engagement qu'il y aura tout de suite un État palestinien. On sait que ça n'arrivera pas, mais il faudra quand même une sorte de geste, une sorte de mot qui va dire on est d'accord peut-être de parler et à offrir les Palestiniens certains droits, quelque chose de ce genre, et avec laquelle la société israélienne peut aussi vivre, parce que la société israélienne n'est pas prête, je pense, en ce moment, de vraiment parler à la solution des deux États. Pas après le 7 octobre, ça va prendre du temps. Mais même cette formulation très limitée, pour le moment, Netanyahou, et bien sûr, c'est
ministres d'extrême droite, ils ne sont pas du tout prêts à les faire, à les prendre. Rina Bassis, vous exposez là les calculs, l'équation politique de Benyamin Netanyahou. Sur le plan idéologique, stricto sensu, est-ce que pour Benyamin Netanyahou, son discours, son fameux discours de Bar-Ilan a encore une valeur, a encore une pertinence à vos yeux? Je ne pense pas. Je pense que Netanyahou, ce n'est pas un idéologue. C'est d'abord un survivant politique. À un certain moment, quand il a prononcé en 2009 son discours de Bar-Ilan, prononçant justement ces mots de la solution de deux États, c'était les choses, il fallait qu'il les fasse à un certain moment. Il y avait beaucoup de pression américaine à l'époque. Il a fait ça sans y croire parce qu'on Barack Obama à l'époque. Je pense il a fait ça. C'était une manière très pragmatique pour lui. Il comprenait bien que c'était d'abord les sentiments dans le public israélien et aussi à côté de ça, comme on a dit, la pression américaine. Il n'avait pas beaucoup le choix, si vous voulez bien. C'est pas du tout la situation maintenant. Il a un gouvernement d'extrême droite qui est en fait très stable avec une majorité sans M. Gantz et sans M. Eisenkot des 64, c'est une majorité qui lui permet justement de dire ce qu'il veut dire, ce qui lui convient, ce qui lui va assurer justement son survivre politique. Et on sait très bien que sa situation n'est pas facile parce que le moment où la guerre va s'arrêter, il y aura cette fameuse comité d'enquête, la grande enquête sur tout ce qui s'est passé, le 7 octobre. Il ne va pas sortir indemne. Il y aura peut-être même des charges criminelles contre lui, on ne sait pas. Il n'a pas pour l'instant pleinement assumé sa responsabilité. Voilà, il ne l'a pas fait du tout. Il faut dire les choses. Pour l'instant, il n'a pas du tout assumé. Il a dit, bien sûr, il y aura une enquête et lui aussi, il va répondre. Mais c'est tout ce qu'il a dit pour l'instant. C'est pareil aussi pour ces ministres d'extrême droite qui ont dit on va répondre, il y aura cette commission d'enquête, mais personne parmi eux a pris la responsabilité. Et pour ce qui s'est passé 7 octobre... L'idée, c'est de faire porter le chapeau responsable du renseignement militaire, responsable de l'armée, du chef d'état-major, uniquement? Je pense que pour Netanyahou, ça sera le scénario privilégié de jeter toute cette accusation et tous ces échecs sur les comptes de l'armée. Et on sait très bien que le chef de renseignement a déjà dit qu'il va démissionner. Les autres aussi, les chefs de Mossad, les chefs de Shin Bet, on sait qu'ils vont démissionner. Ce n'est pas un secret. Ils vont démissionner au moment où la guerre va s'arrêter. Je pense que M. Gallant aussi va démissionner, ainsi que Herzi Halevi, le chef d'état-major. Tout ce monde va démissionner. Le scénario de Netanyahou est justement ça. Tout ce monde va démissionner. Ça sera leur faute. Et lui, il va dire « Personne m'a dit, personne m'a averti, je ne savais rien, c'est pas moi. » Vous avez cité à nouveau le nom de Yoav Gallant, avec une hypothèse, une éventuelle démission à terme. Est-ce qu'il peut représenter à court ou moyen terme une menace politique pour Benyamin Netanyahou? Est-ce qu'il compte des appuis au sein du Likoud, par exemple, si des primaires anticipées étaient organisées? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il a vraiment un camp politique en soi. Ce n'est pas son genre. Je ne pense pas qu'il a des aspirations politiques et surtout pas après le 7 octobre. Vraiment, je pense qu'il va prendre ses responsabilités d'une certaine façon et soit démissionner ou se retirer de la vie politique. Et il va faire un tel ou tel geste après, quand tout sera fini, quand il va sentir que le moment est venu qu'il peut laisser l'armée, laisser tous les systèmes de sécurité se débrouiller sans lui. Et je crois qu'il a un sentiment d'honneur très fort. On a vu ça justement avec cette geste très courageuse, cette déclaration très courageuse. Et hier, la personne qui a la cote, si vous voulez bien maintenant dans les sondages, c'est d'abord M. Gantz. Je crois que M. Lapid n'a pas lâché non plus ses aspirations politiques. Je crois que ces deux personnes-là, c'est eux qui sont en face de Netanyahou au jour où il y aura peut-être de nouvelles élections en Israël, si ça sera des élections anticipées. Et l'ancien Premier ministre Naftali Bennett? Bon, Naftali Bennett, c'est plus compliqué. Parce que Naftali Bennett, d'une certaine façon, il a dit que lui aussi, c'est quelque chose que lui, il a dit qu'il a une certaine responsabilité
et sur la situation qui était avant le 7 octobre. Ouais, parce que l'entrée le gouvernement, de travailleurs justement, palestiniens, gazaouis sur le territoire israélien. Et de façon générale, parce que le gouvernement de Netanyahou était encore un gouvernement assez jeune. Et M. Bennett a dit que oui, cette situation, ce n'est pas une situation qui a été créée quelques semaines ou quelques mois avant. La responsabilité est plus longue. S'il veut revenir sur la scène politique israélienne, pour l'instant, il est très prudent. Si vous regardez, il a fait très, très peu de déclarations politiques. Justement, depuis le 7 octobre, on l'attend à peine. C'est très difficile à deviner si, peut-être, s'il y aura un appel, peut-être de l'extrême droite à quelqu'un qui leur convient mieux que les autres, peut-être il va décider de revenir. Il ne s'est pas, à vos yeux, plutôt repositionné un peu plus au centre droit par rapport à ses positions beaucoup plus à droite dans le passé? Je crois qu'au moment où on dit qu'on est aussi responsable, oui, ça vous met plutôt dans les centres et ça cherche une certaine crédibilité aussi pour dire aux gens la vérité. J'ai une part dans ce qui s'est passé. Et il était un Premier ministre assez populaire dans la période très courte. Et je crois que c'était aussi très bien vu dans la société israélienne qui s'est ralliée à d'autres personnes avec M. Lapid, où cette alliance politique était quelque chose de très créatif et absolument pas attendu, et quelque chose qui sort de l'ordinaire. Peut-être si jamais il pourra revivre cette alliance, pourquoi pas. Ça peut être aussi une façon pour M. Lapid de revenir pas revenir sur la scène, mais accroître sa popularité qui n'est pas très haute en ce moment. Comme on a dit tout à l'heure, c'est plutôt M. Gantz qui est en haut de sondage. Une dernière question, Rina Bassiste. On a parlé de plusieurs capitales arabes. Je voudrais qu'on parle du Caire maintenant, puisque Benyamin Netanyahou a accusé hier l'Égypte de prendre en otage, ce sont ses mots, la population de la bande de Gaza, en étant selon lui responsable du blocage de l'entrée de l'aide humanitaire dans ce territoire palestinien. La crise est grave entre les deux pays? Oui, je crois que la crise est grave. Moi, je parlais hier avec quelques chercheurs égyptiens plutôt, et ils ont dit il y a quelque chose. En fait, Israël, ils ont le sentiment qu'Israël ne comprend pas la gravité de la crise. Et c'est là le problème. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Et Israël est entré à Rafah, même si l'Égypte a mis en garde pendant des mois, a dit n'entre pas, parce que ça va forcément à un certain moment, les Gazavites vont essayer de partir vers le Sinaï. Et non seulement ça, non seulement Israël a fait ça sans trop se consulter avec les Égyptiens, c'est qu'ils auraient pu faire, même si la décision était prise d'aller dans l'est de Rafah, ils auraient pu essayer de plus coordonner ça avec les Égyptiens, justement pour donner les sentiments au Caire et qu'on n'ignore pas les opinions et les craintes et aussi de Caire. Et il y avait aussi cet incident un incident, si vous voulez, où des soldats israéliens, ils ont brandi les drapeaux israéliens justement au poste frontière. C'était un signal insultant, en fait. Et pour Caire, Israël n'a pas compris ça. Qu'est-ce que les Égyptiens, en fait, disent? Ils disent que nous, on n'a pas bougé de notre position. Notre position est restée pareille. Ce n'est pas nous qui avons bougé. Nous, dès le début, on a dit il ne faut pas entrer à Rafah. Il faut à un certain moment qu'Israël sorte de la bande de Gaza. Et on a même déployé toutes nos forces diplomatiques aussi pour aider Israël à arriver à un accord pour la libération des otages. On n'est pas encore là, mais l'Égypte était très impliquée. Donc, si on regarde avec les lunettes égyptiennes, la crise est très profonde. Et si Israël ne prend pas ça sérieusement, cette crise va qu'approfondir. Merci beaucoup, Rina Bassiste, d'avoir été avec nous sur Radio J. Je rappelle que vous êtes la correspondante à Paris de la chaîne israélienne Cannes. On pourra écouter cet entretien en podcast sur notre site radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. À très bientôt sur Radio J. Merci à vous. Merci, Steve, de m'avoir.